Je m'appelle Pierre Delion, je suis psychiatre depuis longtemps maintenant et je suis retraité officiellement, mais je continue à occuper beaucoup d'équipes qui ont besoin de soutien et à faire beaucoup de cours aussi pour des gens qui ont besoin de formation. Donc ça résume un peu l'ensemble de ma carrière d'avoir été clinicien et puis enseignant. Hein, c'est les deux choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Et puis peut-être une des caractéristiques, c'est que je me suis toujours occupé des patients les plus graves dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, si bien que je me suis retrouvé avec des personnes schizophrènes à prendre en charge au début de ma carrière. Et puis assez rapidement, je me suis intéressé à l'autisme. Et évidemment, l'autisme a fait partie des choses qui m'ont beaucoup passionné pendant mon existence et sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé sans avoir fini le travail. Le travail reste énorme à faire pour comprendre l'énigme de l'autisme. Tout d'abord, un médecin qui devient psychiatre fait 8 ans d'études de médecine, plus 4 ou 5 ans d'études de spécialité, plus un certain nombre d'études, ça fait à peu près 20 ans pour devenir prof quoi, de psychiatrie. Donc ces études qui sont faites à l'université après le bac, c'est des études dans lesquelles on mêle tout ce qui est d'ordre scientifique, les mathématiques, la physique, la biologie. Et puis quand on s'engage dans la psychiatrie, on se rend compte qu'il y a quand même tout un aspect de cette branche de la médecine qui est spécifiquement humain, centré sur la souffrance psychique d'une personne qui vient nous voir. Et évidemment, cet aspect humain-là n'est pas tellement aidé par la science elle-même. Donc il faut pouvoir en même temps cultiver, disons, les vertus cardinales de la médecine que sont les critères scientifiques, mais en même temps, il faut cultiver aussi toute l'approche humaine qui, elle, n'est pas d'ordre scientifique. Je pense que peut-être elle est plus d'ordre éthique. Et cette éthique-là, c'est quelque chose qui est en fonction de notre propre désir de faire ce travail particulier, mais aussi des gens avec lesquels on va l'apprendre ce travail. Et progressivement, on va forger une éthique professionnelle qui s'appuie sur une sorte de vérité groupale, hein, qui est le groupe dans lequel on apprend notre métier, le groupe des pédopsychiatres, ou le groupe des psychiatres, ou le groupe des soignants de psychiatrie, qui, par sa transmission qu'elle nous favorise, qu'elle facilite de l'acquisition de ce métier, nous aide à prendre pied dans la clinique pour justement à la fois utiliser les critères d'ordre scientifique, mais aussi conserver les critères d'ordre humain. Donc, la psychanalyse, pour moi, c'est assez clair, c'est pas une science exacte, c'est une science humaine, au sens où on parlait, à mon époque, à moi, des humanités, des sciences humaines, par opposition aux sciences exactes. Et je crois que c'est très important de bien considérer que les sciences humaines, l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie, dans sa version psychanalytique, sont des sciences qui sont évidemment centrées sur l'humain pour essayer de le comprendre et de l'aider dans sa souffrance, mais évidemment qui ne font pas fi des critères scientifiques. Ça serait ridicule d'opposer les sciences humaines avec les sciences exactes. Les sciences humaines s'appuient sur les sciences exactes. Donc, ce mauvais procès qu'on fait à la psychanalyse qui ne serait pas scientifique, c'est un procès de personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc voilà, je pense que c'est très important de bien prendre en considération le fait que quand on est engagé dans l'accueil d'une personne qui souffre et de sa famille, pour les enfants autistes dont je me suis beaucoup occupé, on est engagé éthiquement dans le fait qu'on va les aider à pouvoir progresser dans leur existence. Alors, considérer qu'il y a des gens qui pourraient ne pas tenir compte des critères scientifiques généraux pour pouvoir s'engager à soutenir éthiquement quelqu'un qui souffre, c'est quand même un procès très injurieux fait aux gens qui sont engagés dans cette démarche. Alors, je pense qu'il faut vraiment cultiver quelque chose qui est l'intuition clinique. C'est pas très scientifique l'intuition clinique, mais c'est le résultat d'un processus qui avait été mis en évidence par un grand logicien de la fin du 19e, début du 20e, Charles Sanders Peirce, qui parlait de la déduction, de l'induction, qui sont les deux raisonnements logiques habituels, mais qui introduisait l'abduction comme troisième raisonnement logique tout à fait important pour les cliniciens, qui consiste à avoir une expérience avec des patients
Et au fur et à mesure qu'on a cette expérience avec le patient, se dire quand même, quand je fais plutôt comme si, ça a plutôt ça comme effet. Quand je fais plutôt comme ça a plutôt au contraire, l'effet inverse. Donc, progressivement, ce mécanisme de l'abduction, met en évidence une scientificité clinique qui va permettre aux praticiens de surfer sur ce qu'on appelle classiquement l'expérience clinique. Alors, d'un seul coup, que des gens puissent venir dire aux expérimentés cliniques, dont je me targue de faire partie maintenant, après 40 et quelques années d'expérience clinique, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire parce que je sais, une haute autorité de santé l'a dit, ça me surprend toujours, parce que d'où parle-t-il? De quelle expérience parle-t-il? De quel processus abductif parle-t-il pour pouvoir énoncer des choses qui sont en contradiction avec ce que nous, on peut faire après 40 ans d'expérience? Donc, il me semble que là, quelque chose de très important qui est l'intuition clinique nous amène à faire telle et telle expérience avec tel patient. Dans la mesure où c'est garanti par l'éthique, qui est, je le rappelle, pas seulement ce que moi je fais, mais ce que je fais avec un autre, c'est-à-dire que l'autre va aussi me renvoyer des choses qui font que mon éthique est bordée sans arrêt par ce dialogue intersubjectif, eh bien je pense que c'est tout à fait intéressant à ce moment-là de se dire que les expériences qu'on va faire avec les patients sont des expériences cliniques qui vont nous amener à faire des avancées sur le plan clinique qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. C'est comme ça que, par exemple, pour ce qui me concerne, j'ai été très embarqué dans une aventure qui a pris une proportion énorme, alors que ça concerne très peu de patients, la technique des enveloppements humides, parce que intuitivement, je voyais des autistes qui s'automutilaient, s'arrachaient un œil, se fracassaient le crâne contre les portes, etc. Je me disais, mais comment est-ce que je peux les retenir? Alors, j'essayais de les retenir dans mes bras, mais je ne peux pas les retenir dans mes bras comme ça pendant 24 heures. Et puis, en relisant les vieux auteurs, etc., j'ai trouvé des choses intéressantes, des expériences qui correspondaient à l'intuition que j'avais qu'il fallait les entourer. Et donc, c'est comme ça qu'on a utilisé pour les enfants autistes qui s'automutilaient ces fameux enveloppements. Mais c'est le résultat d'une intuition clinique. C'est pas quelque chose qui peut être démontré avant qu'on en ait l'intuition. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui disent il faut démontrer scientifiquement pour faire une pratique? C'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne sont pas engagés dans un processus transférentiel avec des patients dont ils sont responsables, au sens de Lévinas. Je suis responsable de celui avec lequel je m'engage dans le transfert. Et évidemment, c'est toujours facile de dire vous ne devriez faire que des choses qui ont été démontrées scientifiquement. Mais les choses qu'on va démontrer scientifiquement, c'est qu'on en a d'abord eu l'intuition clinique et qu'on va le mettre en expérience et qu'au bout d'un certain temps, alors, on va s'engager dans une démonstration clinique scientifique. Mais vous voyez bien le peu de sérieux de ces arguments contre la scientificité psychanalytique. C'est que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Hein. Je pense que avant toute démonstration, avant toute vérification scientifique, il faut d'abord avoir l'intuition clinique qui va permettre d'aller dans une certaine voie clinique, thérapeutique, et qui, au bout d'un certain temps d'expérience, va demander une confirmation scientifique. Et voilà un peu ce qui m'est arrivé avec l'histoire de l'enveloppement humide, et je trouve que c'est un modèle assez intéressant parce que ça nous permet de voir que ça ne vient pas de n'importe où, ça vient pas d'un fantasme barbare ou nazi comme ceux qu'on va attribuer, mais ça vient d'une intuition clinique, comment je peux l'entourer et comment je peux, après, en appui sur des réflexions physiopathologiques et psychopathologiques, démontrer, donc dans le cadre d'un programme de recherche, telle ou telle expérience qu'on a menée avec des patients parce qu'ils en avaient besoin. Et au fond, les parents des enfants avec lesquels on a fait ça, en tant qu'intuition clinique, avant toute démonstration scientifique, c'était des parents qui ont trouvé que c'était très intéressant. Et ceux-là n'ont jamais été interviewés par les détracteurs de la méthode en question. On a toujours interviewé des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, qui ne savaient pas de quoi il était question, parce qu'ils n'étaient pas engagés en tant que praticiens dans une relation transférentielle avec laquelle nous sommes responsables de ce qu'il arrive à l'autre que j'ai pris en charge. Et quand l'autre que j'ai pris en charge s'arrache un œil avec son ongle, je suis bien content de trouver une technique qui me permet de le retenir de le faire.
Quand je vois un petit bébé qui pleure, j'ai envie de le prendre dans mes bras pour le consoler. Quand je vois un autiste qui s'automutile de façon absolument délirante, j'ai envie de le prendre dans mes bras qu'il arrête de le faire. Donc, l'intuition des enveloppements, c'est vraiment uniquement la réalisation de ça. C'est pour pouvoir rendre possible un dispositif dans lequel on l'entoure de façon humainement acceptable. Et ça a des effets très intéressants. D'ailleurs, on a fait un programme hospitalier de recherche clinique qui a montré, sur peu de cas malheureusement, mais qui a montré que c'était quand même très efficace de faire des enveloppements pour les enfants qui s'automutilaient. Moi, je ne peux pas parler pour ceux qui se disent d'orientation analytique, je ne suis pas tous les psychanalystes, mais en tout cas dans ma pratique personnelle, ce qui est celle de l'institution, c'est évidemment pas du tout ce dispositif-là qui fonctionne le plus souvent, hein, et de loin. Donc ça nécessite de s'appuyer sur ce que Freud nous a apporté, qui est le concept de transfert et disons l'invention de la psychanalyse. Ça c'est vraiment une étape remarquable à partir de ce que Pinel et Poussin avaient déjà mis en œuvre avec le traitement moral, qui était une première forme de psychothérapie institutionnelle, disons. Mais si l'asile est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que effectivement la question du transfert n'était pas prise en compte, hein. Et Freud nous a apporté cette pensée très, on pourrait dire, élucidante sur qu'est-ce qu'il en est de la relation entre un patient et ceux qui s'occupent de lui. Et je crois que c'est ça qui a vraiment déclenché le processus psychanalytique au sens large. Donc il a fallu attendre l'arrivée de Toscaïès qui, au fond, a bien compris que la cure type pour des personnes schizophrènes, puisque c'était de ça qu'il était question pour lui dans l'hôpital de Peremata en Catalogne, n'était pas valide, n'était pas un dispositif intéressant. C'était un dispositif intéressant, mais pas suffisant. Et donc je crois qu'il a réfléchi à la question du transfert multiréférentiel, c'est-à-dire la dissociation du schizophrène fait que son transfert est en morceaux lui-même et s'adresse à plusieurs personnes qui constituent l'institution. Et au fond, il a donné ses lettres de noblesse à l'institution elle-même, puisqu'il a rendu un dispositif institutionnel nécessaire pour prendre en considération le transfert en provenance des personnes psychotiques. Alors on voit bien que cette nécessité de l'institution pour les accueillir, c'est quelque chose qui a été essentiel pour développer, on pourrait dire, l'extension de la psychanalyse, comme dit K.S. Et c'est-à-dire étendre les concepts psychanalytiques aux personnes psychotiques pour lesquelles il n'avait pas été fabriqué au départ. Je crois que c'est très important d'avoir ça présent à l'esprit pour que les institutions dans lesquelles on utilise la pensée psychanalytique puissent être des systèmes dans lesquels ce n'est pas une imposture basée sur le modèle de la cure type qui s'applique aux personnes schizophrènes et aux autistes. On pourrait dire même d'ailleurs que probablement les détracteurs de la psychanalyse en matière d'autisme et de psychose sont des gens qui ont été blessés par peut-être des praticiens qui n'ont pas su suffisamment prendre en compte la dimension du transfert archaïque selon ses diverses modalités, qu'elles soient projectives ou adhésives. Oui, des familles d'enfants autistes, par exemple, qui ont conduit leur enfant autiste chez un psychanalyste cure type et qui ont, au fur et à mesure que les séances passaient, constaté que ça ne changeait pas grand-chose pour leur enfant et puis que le psychanalyste disait toujours à la fin de la séance, c'était une bonne séance, chers amis. Alors évidemment, on comprend que des gens aient pu être blessés de ces choses-là. Alors voilà, il me semble qu'il faut prendre ces choses-là au sérieux et essayer de transformer la métapsychologie au fur et à mesure des personnes qu'on rencontre, hein. Joyce McDougall, qui était quelqu'un avec qui j'ai travaillé, m'a souvent dit « Pierre, il faut adapter la métapsychologie à chaque personne que vous rencontrez. » Hein, donc c'est très important cette chose-là. Bon, alors Toscaïès a pris ça au sérieux, puis après lui, Houry et d'autres, Rakami, un certain nombre de gens ont réfléchi sur cette question d'institution, et ils ont donc proposé l'idée que la personne psychotique ou la personne autiste, chaque personne qu'elle va rencontrer va livrer un morceau de son existence, de l'actualisation de son histoire infantile. Mais si chacun pense qu'elle est en train de lui faire un transfert comme le névrosé occidental point moyen le fait, ben évidemment, on passe à côté de l'essentiel. Par contre, si on réfléchit à ce patient qui est en morceaux, délivre une partie de lui-même à chacun des soignants qu'il rencontre, si ces soignants se réunissent et fabriquent autour de ce patient ce que Toscaïès appelait une constellation transférentielle, eh bien à ce moment-là,
les personnes qui vont participer à cette constellation transférentielle vont rapidement se rendre compte qu'ils sont investis de telle ou telle manière par le patient et que je peux à certains moments avoir l'impression que je suis le mauvais objet du patient. Et tout ce qu'il fait avec moi, ça rate, ça marche pas, alors que ce qu'il fait avec un autre soignant, ça réussit très très bien. Et lui, à ce moment-là, est investi comme bon objet. Si les gens ont l'impression que c'est ce qu'ils vivent avec le patient qui est la vérité de ce qui se passe avec lui, à eux seuls, ben évidemment, ils passent à côté de l'essentiel. C'est que c'est la réunion de tous ces points de vue qui va être intéressante. Et que dans cette réunion de la constellation transférentielle, les gens puissent dire ben moi, je me sens très très mauvais avec ce patient en ce moment. Et que l'autre avec qui ça se passe très bien, avec le même patient, ne dise pas ça m'étonne pas que tu te sentes mauvais puisque tu l'es. Et qu'on puisse avoir vraiment une impression que chaque expérience est une expérience qui va être respectée par les autres comme étant ce qu'ils ont vécu. Et on voit bien qu'à ce moment-là, cette fonction contenante que je développais tout à l'heure dans la question des enveloppements, eh bien, elle va être exercée par la constellation transférentielle qui est capable d'accepter des choses contradictoires pour le patient de façon respectueuse pour la constellation. Et on voit bien qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'une fonction contenante qui va fonctionner pour le patient. Et l'expérience que racontera Camier est très intéressante. Chestnut Lodge, un patient arrive, est vu par son psychanalyste, le psychanalyste le voit 1 heure, et en sortant va voir les infirmiers et dit aux infirmiers quand même il va pas bien ce patient, dites-moi, le psychiatre qu'il voit l'après-midi, il a fait ses études où et avec qui déjà? Un porteur de suspicion vis-à-vis de l'autre qui soigne avec lui ce patient. Et l'après-midi, le psychiatre qui voit le même patient voit le patient pendant 1 heure, comme d'habitude, et puis en sortant de la consultation, il va voir les infirmiers, il dit ça va pas bien du tout ce patient, mais le psychanalyste qu'il voit, il a fait sa supervision avec qui déjà? Introduisant là encore une suspicion sur ce qui se passe avec ce patient et avec ce thérapeute. Eh bien, on voit bien que Stanton et Schwartz, qui étaient les chercheurs qui travaillaient sur cette question-là, quand ils ont permis à ces gens de se réunir et de se dire, quand même, j'étais envahi d'un sentiment de persécution en pensant que c'était toi qui rendais l'autre malade, ben, quand les gens ont pu en parler ensemble, ils se sont rendus compte qu'ils étaient l'objet d'une utilisation par le patient inconsciente de l'autre comme mauvais objet. Et donc, le fait qu'ils puissent en parler ensemble, ça réunit quelque chose qui, à l'intérieur du patient, était clivé. Et on voit bien que cette réunion-là a permis de dépasser quelque chose qui continuait à cliver le patient davantage. Donc, quand Toscaïès propose sa constellation transférentielle, il propose quelque chose qui va être une sorte d'opérateur qui va permettre de réunir les aspects contradictoires du transfert de ce patient sur l'institution. Et il me semble que ça, c'est très important parce que ça montre à l'envi que dans les pathologies qu'on rencontre aujourd'hui, en psychiatrie, qui ne sont plus les névrosés occidentaux poids moyens, qui vont voir des psychanalystes, mais qui sont toutes ces personnalités psychotiques, toutes ces pathologies limites, toutes ces carences affectives, tous ces autismes, toutes ces formes différentes de pathologies très graves, eh bien, on voit bien que la cure type, dans beaucoup de cas, n'est pas indiquée en tant que telle, mais qu'elle doit au contraire être l'objet d'un travail institutionnel qui va permettre à la fois d'utiliser les concepts psychanalytiques, mais à la condition qu'on puisse les adapter à ces nouvelles formes de pathologie d'aujourd'hui. Donc, je pense que quand on dit cure type, je pense qu'on restreint le champ à l'exercice tel que Freud nous l'a appris, et c'est très important de posséder cet exercice-là pour pouvoir continuer à l'utiliser quand c'est utilisable, mais c'est très important aussi de ne pas rester prisonnier de cette seule forme et d'essayer de penser la psychanalyse comme étant une science en devenir qui permet de trouver d'autres formes qui vont permettre d'accueillir d'autres pathologies qui ne sont pas les seules névrosées, mais qui sont aussi tous les autres. Et quand on fait, comme je l'ai fait dans ma vie professionnelle, un travail de psychiatre public, eh bien, on accueille beaucoup de gens qui ne sont pas névrosés. On accueille beaucoup de gens qui ont des pathologies archaïques. Et ces pathologies archaïques sont notamment les autismes et les psychoses. Et il faut pouvoir disposer d'une institution digne de ce nom pour pouvoir les accueillir et les traiter selon les coordonnées psychanalytiques, mais à l'aune de leur pathologie.
Je vois deux avancées contemporaines à la culture psychanalytique. D'une part, on pourrait dire le progrès énorme que la psychiatrie de secteur a permis à la psychiatrie de faire grâce à la psychanalyse dans la constitution de ces institutions complexes pour pouvoir accueillir ces pathologies très différentes qui vont de la toxicomanie à la schizophrénie en passant par l'autisme et toutes ces pathologies qui sont aujourd'hui quand même très répandues. Et on voit bien que la question de la constellation transférentielle constitue la clé de base, à mon avis, de la psychiatrie de secteur revisitée par la psychanalyse. Et donc, on pourrait dire que cette avancée contemporaine est tout à fait extraordinaire et, à mon avis, met encore plus en évidence le fait que l'État se trompe complètement en disant que la psychiatrie de secteur est obsolète. C'est l'outil le moins cher et le plus intelligent qui ait jamais été inventé en matière de psychiatrie et qui comprend la psychanalyse comme étant un de ses principaux alliés. Et je ne comprends pas que les gouvernants, les politiques n'aient pas compris cette leçon de choses évidente. Et puis la deuxième avancée qui me semble très intéressante et prometteuse, c'est le fait qu'on voit bien que les intuitions de la psychanalyse, en matière de notamment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ma vie professionnelle, qui est le développement de l'enfant, en fait, ces intuitions se voient progressivement confirmées par les neurosciences. Et on voit bien que, à la condition qu'on puisse travailler avec des neuroscientifiques dignes de foi, et pas des imposteurs qui se parent des plumes scientistes de la neuroscience, eh bien, on va pouvoir développer des articulations conceptuelles entre la psychopathologie transférentielle, qui est une manière que j'ai d'appeler la psychanalyse aujourd'hui, et les neurosciences qui vont nous permettre de faire des avancées dans la prise en charge, notamment des enfants qui sont tout à fait considérables. Pendant une quinzaine d'années au CHU de Lille, avec mon ami Louis Vallée, qui est prof de neuropédiatrie, j'ai fait des consultations conjointes. On voyait ensemble des enfants qui présentaient des problématiques complexes, des hyperactivités avec des signes de retrait, des enfants autistes qui présentaient telle ou telle maladie neurologique évidente, etc. Tout un tas de problématiques complexes. Eh bien, le fait qu'on les reçoive ensemble, l'enfant, ses parents, le neuropédiatre et le pédopsychiatre de formation psychanalytique, nous a permis de mettre en évidence que eh bien, les parents pouvaient construire on pourrait dire une théorie de la maladie de leur enfant en appui sur ces deux aspects-là, qui débouchait sur des prises en charge dans lesquelles l'exclusion n'était pas du tout opportune, mais qu'au contraire, on était dans une logique complémentariste. Alors complémentariste, ça ne veut pas dire qu'on utilise les concepts de la neuroscience dans la psychanalyse ou qu'on utilise les concepts de la psychanalyse dans les neurosciences de façon aveugle. Mais on utilise les concepts de l'un et de l'autre de façon articulée pour que l'enfant ait une prise en charge qui soit digne de ce nom. Et donc je trouve que là, il y a une avancée tout à fait significative, et pour peu qu'on veuille bien se mettre en dialogue avec nos amis neuroscientifiques, eh bien alors là, des perspectives très intéressantes s'ouvrent devant nous, dans lesquelles on voit bien que la guerre de religion qui est entamée par certains est aussi ridicule qu'inopportune. Je pense que c'est tout à fait clair que la psychanalyse, comme la physique quantique, comme la musique, nécessite un très long apprentissage. Et que, évidemment, à l'ère d'Internet, on regarde physique quantique, on a un résumé de Wikipédia, et quand on a fini de lire le résumé qui dure une demi-page, on a l'impression qu'on est compétent en physique quantique. C'est la même chose pour la psychanalyse, c'est la même chose pour la musique. Seulement, il existe des musiciens, il existe des physiciens quantiques, il existe des psychanalystes qui ont passé toute leur vie à travailler sur ces questions-là. Et on ne peut pas considérer que 40 ans d'une vie professionnelle peut être remplacé par un clic sur Internet et sur Wikipédia. Donc c'est bien la démonstration qu'il y a d'un côté des professionnels expérimentés et de l'autre des imposteurs.